Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on ne va pas jouer, on va regarder les différentes cartes sur Season. Juste avant cette vidéo, je tenais à vous dire que samedi je vais faire du Twitch, donc si vous voulez venir sur mon live samedi, normalement j'en ferai l'après-midi, mais c'est sûr j'en ferai à partir de 21 h pendant toute la soirée, donc si vous voulez passer sur mon live Twitch, ça me ferait très plaisir. Et on va attaquer sur les cartes de Seasons. Donc sur Season, je me suis amusé à essayer de distinguer quelles étaient les cartes les plus fortes des plus faibles. Donc il y a 90 cartes avec les deux extensions. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, vous pouvez trouver sur le site de Libilude les règles et dans chaque règle, il y a les 50 cartes du jeu de base et les 20 cartes de chaque extension. Vous inquiétez pas si vous ne les connaissez pas, dans cette vidéo je vais un peu réexpliquer les différentes cartes, même si forcément pour pas que la vidéo dure 2 heures, je devrais quand même passer assez vite sur les cartes. Et donc c'est parti pour mon classement des meilleures cartes de Seasons. Alors sur Seasons, j'ai mis en numéro 1 la couronne vampirique. Pour rappel, pour 2 énergies, vous défaussez ou vous piochez une carte et vous gagnez autant d'énergie que son coût en prestige. Pourquoi je la mets numéro 1? Parce que souvent ça va vous permettre d'être un moteur de pioche et en même temps de récupérer cette énergie. Donc comment j'ai fonctionné avec mon fichier Excel? J'ai listé toutes les cartes, j'ai mis le niveau des cartes, niveau 1, 2, 3, 4. Si c'est 1, c'est très fort, si c'est 4, c'est très faible. Mon classement plus détaillé pour les meilleures cartes, donc j'ai classé les 40 premières, après je suis pas allé plus loin. Les années dans lesquelles, en général, je les place une fois que je les ai draftées. Le numéro des cartes si vous les retrouvez, dans quelle extension elles sont, les cartes avec lesquelles ça combotte et les cartes à retenir ou non en fonction de pendant la draft pour savoir si ça va impacter votre stratégie ou pas. Donc je disais couronne vampirique, c'est la carte numéro 1 pour moi, la meilleure du jeu, parce que ça vous permet de piocher et de récupérer cette énergie, et ça combotte avec énormément de cartes. En gros, toutes les cartes qui vont vous permettre de voir la première carte de la pioche, c'est-à-dire longue vue, statue d'élétis, orbe de cristal, c'est très très fort et ça fonctionne très très bien. Avec l'amulette du tombeau, pour rappel, qui vous permet de récupérer 3 cartes de la défausse et d'en mettre une au-dessus du paquet, une dans votre main et une en dessous, ça marche aussi parce que vous savez quelle est la première carte de la pioche. Et en plus, si vous avez réussi à sacrifier la couronne vampirique, vous pouvez la récupérer pour la jouer une deuxième fois, donc marche très très bien. Et forcément, avec le long coup, l'Amusus long coup qui renvoie un objet magique dans la main de chaque joueur, bah, ça marche également très très bien parce que ça vous permet de la jouer deux fois et donc d'avoir deux pioches et potentiellement 14 énergies. J'aurais pu également rajouter dans cette liste le grimoire qui vous permet d'avoir une réserve pas à 7 mais à 10 énergies. Donc si vous piochez une carte de prestige de 10 ou plus, vous permet d'avoir 10 énergies. Mais voilà, pareil, la bourse d'eau marche très bien. Mais globalement, voilà les cartes avec lesquelles la couronne vampirique marche bien. Et vu qu'elle combotte avec énormément de cartes et qu'elle vous permet de soit, si vous êtes en difficulté d'énergie sur la fin de la partie, défausser une grosse carte pour récupérer les énergies, soit piocher différentes cartes pour essayer de récupérer le maximum de points de prestige avec les cartes que vous piochez. C'est pour ça que je la mets en numéro 1. En numéro 2, je mets le vase oublié. Le vase oublié qui est une carte qui pour 3 énergies vous rapporte 6 points de victoire à la fin de la partie, mais c'est surtout vous rapporte une énergie à chaque fois que vous jouez une carte. Globalement, cette carte se suffit à elle-même, donc j'ai pas forcément mis de combo, mais bien sûr, toutes les cartes qui vont vous faire pocher vont bien comboter avec le vase oublié, et les cartes qui vont permettre de faire durer un peu plus la partie pour piocher un peu plus de cartes vont bien marcher. Mais voilà, pour moi, il n'y avait pas de combo obvious, donc quand j'ai pas mis de combo, j'ai mis que les combos qui me paraissent très forts. La carte que je classe numéro 3, c'est les bottes temporelles. Et pourtant, je déteste faire une partie et je déteste cette carte, mais elle est très très forte. Et c'est surtout ce que je déteste, c'est qu'elle va bloquer un peu la fin de la partie, c'est-à-dire que les joueurs ne vont pas savoir quand est-ce que la partie va se finir, parce que parfois la botte temporelle peut avancer le marqueur de 3 et donc quasiment d'une saison entière, et donc terminer la partie alors qu'on ne s'y attend pas et qu'on a encore plein de cartes en main. C'est pour ça que très souvent, moi, je la draft dès que je la vois pour éviter de me faire piéger avec. Donc là, le plus important à retenir avec la pente temporelle, c'est si vous la voyez dans une draft, que vous la choisissez ou non, mais souvent vous allez la choisir, mais si vous la choisissez pas, retenez que la botte temporelle est dans cette draft-là, parce que ça peut causer de gros ennuis. Ce qui va être sympa avec la botte temporelle, le combo évident, c'est le long coup
qui vous permettent de renvoyer la botte temporelle dans votre main et de le rejouer. Et donc vous allez avancer le marqueur de saison de 6. Et donc ça va faire très mal à votre adversaire parce que souvent il ne s'attendra pas à ce que la partie finisse à ce moment-là. La carte que je classe numéro 4 à Seasons, c'est le coffret merveilleux. Donc pour 2 énergies, ça rapporte 4 points de victoire à la fin, mais c'est surtout à la fin de chaque tour. Si vous avez 4 énergies en stock dans votre réserve, vous gagnez 3 points de victoire. Donc l'idée c'est de l'activer à chaque tour. Et là, ce qui va très bien marcher avec le coffret, ça va être le grimoire ensorcelé qui vous permet de stocker 10 énergies, parce que comme ça vous permet de poser des cartes qui coûtent quand même assez cher et de garder encore 4 énergies en stock, mais surtout le dé de la malice qui va vous permettre de choisir des dés qui ne vous intéressent pas forcément pour faire avancer le marqueur le moins possible et euh, faire durer la partie le plus longtemps de tour possible pour marquer le plus souvent possible les 3 points de victoire liés au coffret. Et du coup, en carte numéro 5, je viens de vous en parler, c'est le dé de la malice. C'est pas une carte si forte que ça et beaucoup pourraient être surpris de l'avoir si haut, mais au final, elle a beaucoup d'avantages. Et le premier avantage, c'est que elle va vous stabiliser votre partie. Normalement, si vous avez le dé de la malice, vous ne ferez quasiment jamais une mauvaise partie. Vous ne ferez pas forcément une partie exceptionnelle, mais elle vous amène à un niveau à un minimum, on va dire. C'est-à-dire qu'à chaque tour, au pire, vous récupérez 2 cristaux et en plus vous relancez un dé au cas où il ne vous intéresse pas. Donc ça déjà, ça vous amène à un palier bas qui est très intéressant. Mais c'est surtout, elle va comboter avec énormément de cartes. Parce qu'en effet, le dé de la malice, je ne l'active pas forcément à chaque tour en fonction de mon dé. Par contre, je l'utilise très souvent pour gérer le tempo de la partie. Que vous ayez un bâton de printemps, un coffret, une lanterne de Moseda, alors peut-être que vous la connaissez pas parce que c'est une carte de l'extension, que vous ayez un Titus, voilà, toutes ces cartes-là, un Cairn, ben, ça va être très intéressant parce que vous allez pouvoir faire plus de tours et donc du coup activer à fond ces cartes-là. A l'inverse, si vous avez un Figrim qui vous permet de voler un point de victoire à chaque fois qu'on change de saison, un sablier du temps qui vous permet de récupérer une énergie à chaque changement de saison, euh, et d'autres cartes de ce type-là, c'est les deux qui me viennent en tête naturellement, mais ça va vous permettre de faire accélérer la partie et potentiellement si votre adversaire a un coffret, a une lanterne ou a une autre carte qui nécessite que la partie dure, bah, le dé de la malice est aussi très intéressant là-dessus. Donc le dé de la malice, c'est très intéressant parce que ça peut potentiellement vous faire gagner 2 points par tour, mais clairement, je ne l'active pas à chaque tour, sauf si j'ai le cœur d'Argos. Par contre, là où c'est hyper intéressant, c'est de pouvoir gérer un peu ce tempo de la game. Et du coup, je parlerai de la combo avec le cœur d'Argos un peu plus tard dans cette vidéo. Je classe en position numéro 6 la main de la fortune. Concrètement, c'est exactement la même carte que le vase oublié, sauf elle coûte 3 énergies et 3 points de victoire, mais qu'elle rapporte 9 à la fin. Donc au final, elle rapporte 6 si on compte les 3 points de victoire qui sont enlevés. Et à la place de récupérer une énergie à chaque fois qu'on joue une carte, ça va vous permettre de jouer une carte avec une énergie de moins. Pourquoi je la classe quand même bien en dessous du vase? C'est qu'il y a beaucoup de cartes à Season qui ne coûtent pas d'énergie ou qu'une énergie et qui du coup ne bénéficient pas de la main de la fortune. Donc je trouve ça un peu dommage par rapport au vase et c'est pour ça qu'elle perd 4-5 places dans mon classement. Mais clairement c'est une très bonne carte et si vous la voyez dans une draft, vous pouvez la prendre et elle va fonctionner avec à peu près n'importe quelle carte. C'est pour ça que j'ai pas mis spécialement de combo, c'est un peu comme le vase. Tout est bien et forcément, plus vous piochez, mieux c'est. Donc les cartes qui permettent de piocher marchent très bien avec la main de la fortune. On passe en position numéro 7 où j'ai positionné le Christ nécrotique. Pour ceux qui ne connaissent pas, pour 3 énergies, ça rapporte de mémoire 6 points de victoire. Mais c'est surtout, vous pouvez défausser en l'activant un familier et récupérer 4 énergies. L'idée, c'est que vos familiers, vous allez les jouer assez rapidement dans votre partie. Ils vont avoir des effets sur votre adversaire tout du long de la partie. Et à la toute fin, vous les sacrifiez une fois qu'ils auront plus trop d'effets pour récupérer beaucoup d'énergie. Donc, clairement, les cartes qui fonctionnent bien avec, c'est tous les familiers. Globalement, la bourse Dieu aussi marche très bien parce que les 4 énergies que vous allez récupérer, vous allez souvent vouloir les cristalliser. Et le coffre scellé, qui est une carte qui coûte 3 énergies, qui vous rapporte 20 points de supplémentaires si vous n'avez plus de familier en jeu.
Donc forcément, si vous pouvez les sacrifier avec le Chris, ça marche très très bien. Donc voilà, Chris, position numéro 7. Mais c'est une des cartes qui va beaucoup dépendre de la draft. Si vous dans la draft, vous voyez beaucoup de familiers, vous la prenez. Si vous n'en voyez pas beaucoup, laissez-la de côté, ça ne va pas vous servir. Contrairement à toutes les autres cartes, où peu importe la draft, elles seront très fortes. C'est la première carte qui est un peu atypique où il faut regarder quelles sont les autres cartes de la draft pour voir si c'est une carte intéressante ou pas. En carte numéro 8, j'ai mis la lanterne. La lanterne, c'est une carte de l'extension pour ceux qui ne connaîtraient pas. Euh, donc c'est pas la lanterne de Dixit, hein, c'est la lanterne de Mesoda. Et elle coûte 6 énergies, rapporte 24 points de victoire comme l'autre lanterne, sauf que celle-ci, elle va vous permettre de vous rapporter 3 points de victoire à la fin de chaque tour. L'idée, c'est que vous essayez de la jouer le plus tôt possible dans la partie. Et après, vous gagnez 3 points de victoire à chaque tour. Petite précision avec cette carte, vous perdez une jauge d'énergie et vous ne pouvez pas la jouer grâce à une calice divine ou à des potions de rêve gratuitement. C'est-à-dire que vous êtes obligé de payer son coût. Donc là, ça rend un peu la carte moins forte. Sinon, elle serait sûrement beaucoup plus haut. Mais ça reste une excellente carte. Et si vous l'avez, et que vous n'avez pas trop de stratégie pour la l'agent, vous pouvez la prendre. Mais bon, si vous avez un coffret, c'est sûrement mieux, un dé de la malice aussi. Mais voilà, s'il n'y a pas de carte au-dessus, ça peut vous faire une stratégie sur l'ensemble de la game et forcément vous allez essayer de faire durer le plus longtemps possible la partie quand vous avez cette carte. On passe à la carte que j'ai classée numéro 9 et là beaucoup vont être surpris, c'est le cœur d'Argos. Oui, j'ai placé le cœur d'Argos très très haut par rapport à d'autres cartes parce que pour moi c'est une carte très 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 forte. Alors bien sûr, comme le Chris, ça va dépendre des autres cartes que vous avez dans votre draft, parce que si vous avez aucune carte d'activation, le cœur d'Argos n'est pas bon. Mais je vous ai un peu listé toutes les cartes avec lesquelles je trouve que c'est très fort. Il y a le dé de la malice qui va vous permettre d'avoir à chaque fois 2 points de victoire en plus et une énergie de terre à chaque tour. Le miroir des saisons qui va vous permettre de transformer des énergies en d'autres en payant un point de victoire, mais il va vous permettre de récupérer une énergie de terre. Donc ça marche très très bien aussi, surtout quand vous allez avoir une bourse due avec ou quelque chose comme ça. La harpe qui va vous permettre de défausser 2 énergies identiques pour gagner une jauge d'invocation et 3 points de victoire. Bah, l'idée c'est qu'avec le cœur d'Argos, à la place de dépenser 2 énergies, vous en dépensez qu'une parce que vous en récupérez une à la fin de tour. Le cairn qui marche très très bien, qui fait perdre 4 points de victoire à votre adversaire pour une énergie. Bah là concrètement avec le cœur d'Argos, l'énergie que vous perdez, vous la récupérez à la fin. Donc ça marche excessivement bien. Et ensuite j'ai mis toutes les autres cartes qui s'activent à chaque tour. Donc l'idole des familiers, l'orbe de cristal, ça marche bien. Et surtout, le combo qui marche très très bien, c'est avec la corne d'abondance sur la fin. C'est-à-dire, la corne d'abondance, ça vous demande de défausser une énergie de terre pour gagner 5 points de victoire. Ben, à chaque tour, vous défaussez l'énergie du cœur d'Argos, donc ça fait 5 points de victoire par tour. Donc voilà, clairement, il faut aussi regarder s'il y a des cartes qui combattent bien avec. Mais il y en a énormément, donc dans tous les cas, je vous conseille de prendre cette carte. Surtout si vous avez une de ces cartes que j'ai mentionnées ici. Et maintenant, on passe à la 10e position, la Calice Divine. Pour 4 énergies, vous regardez les 4 premières cartes de la pioche et vous en invoquez une gratuitement. Globalement, cette carte se suffit à elle-même, donc pas excessivement de combos. Bien sûr, toutes les cartes qui vous permettent de voir les premières cartes de la pioche sont très fortes avec. J'ai notamment mis la longue vue parce que ça vous permet de regarder les 3 premières cartes de la pioche, mais globalement, c'est une très bonne carte et même sans combo, vous pouvez la prendre les yeux fermés. Carte numéro 11, j'ai mis l'orbe de cristal. L'orbe de cristal, globalement, c'est pareil, ça suffit à elle-même. Alors, je l'ai mis très très fort avec le cœur d'Argos parce que ça va me permettre d'activer l'orbe de cristal et de récupérer une énergie de terre qu'ensuite je vais pouvoir défausser en activant mon orbe de cristal pour mettre une carte gratuitement en payant 4 énergies. Donc, c'est une synergie qui marche très très bien. Mais globalement, c'est une très bonne carte qui marche avec énormément d'autres cartes en fonction de ce qu'il y a au-dessus de la pioche. Mais au moins, vous avez l'info de quelle carte est au-dessus de la pioche. Et donc, dès que votre adversaire pioche une carte, vous savez laquelle c'est. Et ça, c'est quand même un avantage qui n'est pas négligeable à Seasons. On passe à la carte numéro 12. Ici, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails. L'Arcano Sensu, ça vole un cristaux à votre adversaire quand il joue une carte, sachant qu'il ne peut pas en jouer s'il n'en a pas. C'est très très fort.
Et globalement, si vous la jouez en tout début de partie, ça va vous marquer 10 points voire plus et votre adversaire va perdre les 10 points, donc le différentiel est de 20, ce qui est très très bon pour une carte. Le cœur de magma, je l'ai mis en niveau de carte 1, mais j'ai hésité avec le 2. À chaque fois que votre adversaire joue une carte, vous récupérez une énergie de feu et vous pouvez ensuite le sacrifier pour 3 énergies de feu. Globalement, c'est assez fort parce que ça va vous permettre de récupérer une dizaine d'énergies de feu dans la partie, voire même 15 en fonction avec le sacrifice et tout ça. Ça va pas vous prendre une jauge d'invocation sur la fin de la partie parce que vous allez le sacrifier, mais ça peut être à double tranchant parce que votre adversaire peut décider de jouer des cartes quand vous n'avez plus beaucoup d'énergie et donc ça peut être un peu problématique. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la toute fin des niveaux 1 parce que 15 énergies c'est exceptionnel, mais votre adversaire peut s'arranger à ce que les énergies que vous récupériez, en fait, vous les devez les défausser parce que vous arrivez à plus de 7 énergies. Donc voilà, un petit entre 1 et 2 cette carte-là. On passe aux cartes de niveau 2. Et concrètement, je vais les dissocier, les cartes au-dessus de 26 et en dessous. Vous allez voir pourquoi. Donc en carte de niveau 2, j'ai mis le bâton de printemps. Le bâton de printemps, c'est une carte qui coûte 3 énergies de terre, qui rapporte 9 à la fin de la partie et qui vous rapporte 3 points de victoire à chaque fois que vous jouez une carte. Donc c'est une carte qui est très très forte avec toutes les autres cartes qui permettent de piocher, mais également avec un Amus long coup qui va vous permettre de renvoyer des cartes dans votre main pour les rejouer. Et pourquoi j'ai mis le dé de la malice ici? C'est parce que quand vous avez le bâton de printemps, souvent vous voulez faire durer au maximum la partie pour avoir le temps de piocher des cartes et de les jouer. Et donc du coup, c'est cette fameuse gestion du tempo qui est très intéressante, même si comme ça on ne pourrait pas croire que ces deux cartes combinent bien ensemble. Je les trouve très intéressantes. Dans les cartes suivantes, en position numéro 15, j'ai mis la fée chapardeuse. Alors la fée, c'est une carte très situationnelle. C'est pour ça que j'ai mis que quand vous la voyez dans la draft, il faut retenir que cette carte est présente parce que ça va beaucoup influencer sur la partie et sur les cartes que vous allez prendre. En effet, elle a fait pour ceux qui ne seraient pas, globalement, dès que votre adversaire active une carte, vous récupérez 2 cristaux et il en perd un. Donc il y a un différentiel de 3 cristaux à chaque fois qu'il active. Donc c'est énorme. Donc ça empêche à peu près toute activation, à part peut-être le cris pour lequel ça reste rentable. Mais vous voyez, le dé de la malice, bah, ça reste pas rentable parce que vous gagnez 2 mais l'autre adversaire gagne 3. Donc le différentiel n'est pas bon. Donc c'est vraiment une carte qui va bloquer votre adversaire. Mais s'il n'a pas d'activation, c'est une carte qui ne sert à rien, qui est perdue. Donc c'est pour ça que je ne peux pas la mettre plus haut. Mais par contre, carte très situationnelle. Et s'il y a des très bonnes cartes d'activation sur la partie, n'hésitez pas à la prendre. Ça sera toujours très très bon. Ici, j'ai mis le Titus en position 16. Globalement, si vous jouez à 4 joueurs, il sera sûrement un peu plus bas. Par contre, à 2 joueurs, je le trouve très fort. Le Titus, pour rappel, c'est pour un feu, 2 feux ou 3 feux en fonction du nombre de joueurs. Vous voulez un cristaux à chaque joueur à la fin du tour. Et donc l'idée, c'est pas la jouer trop tôt, parce que si un adversaire arrive à 0, vous devez défausser le Titus, et ça c'est vraiment problématique. Par contre, si vous jouez trop tard, bah, vous récupérez pas assez d'énergie, donc c'est pour ça que je l'ai mis à l'âge 2. Et les cartes qui marchent très bien avec, c'est le dé de la malice, parce que ça va vous permettre de gérer le tempo de la game et de la faire durer le plus possible. Donc vous voyez, hein, le dé de la malice, je le remets souvent parce que gérer le tempo de la game à season, c'est quand même un facteur qui est pas négligeable. Ici, on arrive à la bourse Dio. Euh, j'ai hésité à la placer si haut, mais au final, je l'ai placée si haut parce que ça reste une carte sur laquelle on peut axer une stratégie qui est la stratégie de cristallisation. J'ai mis d'ailleurs une vidéo sur YouTube où j'utilisais énormément cette stratégie. Donc là-dessus, la bourse Dio, qu'est-ce qui va bien marcher avec? Ça va être toutes les cartes qui vont vous permettre de récupérer beaucoup d'énergie et de cristalliser. Donc forcément, la potion du savoir, l'amulette d'eau, ça marche très très bien. La potion des anciens, ça marche aussi assez bien. Le cœur d'Argos, si vous avez quelque chose pour l'activer, ça va marcher parce que vous récupérez des énergies en plus. La corne du mendiant aussi, je l'ai mise parce que ça marche très très bien parce que quand vous cristalliserez toutes vos énergies et vous en récupérez une supplémentaire après. Après, on pourrait également mettre le vase, on pourrait également mettre le sablier du temps, je vais quand même rajouter la couronne vampirique parce que souvent vous allez faire un tour où vous allez
cristalliser toutes vos énergies et récupérer avec la couronne vampirique, ça va faire énormément de points. Donc voilà, Bourse Dio, vous pouvez clairement faire une stratégie à base de Bourse Dio et un tour avec énormément d'énergie. Et souvent, quand vous allez faire cette stratégie, vous allez utiliser le bonus de +1 pour la cristallisation et vous allez le prendre souvent 3 fois dans le même tour. Ça veut dire que les énergies que vous allez cristalliser vont apporter 3 points de victoire en plus par énergie grâce au bonus que vous allez prendre, plus 1 grâce à la bourse. Donc parfois, si vous réussissez à cristalliser 10, 20 énergies dans le tour, vous pouvez mettre quasiment 100 points, 200 points, rien qu'avec ce combo-là. Et donc la stratégie de cristallisation est très très forte et ça passe souvent par une bourse duo. Ensuite, j'ai mis le cairn. Pourquoi le cairn, je l'ai mis assez haut? C'est que ça va quand même, pour une énergie, vous permettre de faire défausser à votre adversaire 4 cristaux. Donc il va perdre 4 cristaux. Et là, ça marche très très bien avec le cœur d'Argos parce que à chaque fois que vous allez défausser une énergie, vous allez en récupérer une grâce au cœur d'Argos. Donc forcément, en gros, c'est comme si à chaque tour, votre adversaire perdait 4. Et une autre carte qui marche très très bien avec, c'est la corne du mendiant, parce que comme ça vous permet de rebasser en dessous d'une énergie et donc de récupérer une énergie à la fin du tour. Donc voilà deux cartes qui marchent très bien avec. Concrètement, si vous n'avez pas une de ces deux cartes, la corne du mendiant, faut l'éviter. Je l'ai mis en stratégie 4, en niveau 4, parce que c'est pas une carte très très bonne, mais parfois ça peut être bien. Ensuite, dans les cartes de niveau 2, j'ai mis l'entraveur d'Argos qui en gros permet de bloquer un familier adverse. C'est pas si fort que ça, mais ça peut vous sauver des parties, notamment pour bloquer des féchas par deux si vous avez basé votre stratégie sur un dé de la malice et un cœur d'Argos, ou bloquer un arcano sensu et donc lui faire perdre à votre adversaire 20 points. Surtout, ce qui me fait mettre l'entraveur si haut, c'est que pour deux énergies, elle vaut 14 points de victoire et que ça reste très très bon. En position 20, j'ai mis le Mimique d'Arus qui vous permet de défausser ou de sacrifier une carte pour récupérer 10 points de victoire, sachant que la carte vaut elle-même 12 points de victoire pour 3 énergies. Donc concrètement, c'est une carte qui vaut 22 points de victoire à la fin. Et c'est surtout, ça marche très très bien avec toutes les cartes qui qui ont des points négatifs. Donc je pense notamment au trait des maudits, aux différents familiers, au larbindio, à l'âme donnée, à toutes les âmes. Mais également, ça marche bien avec toutes les cartes de faible prestige, notamment la couronne vampirique quand vous pouvez aller la récupérer dans la défausse, ça marche très très bien. Et bien sûr, avec le bouclier de Zira, qui est une carte de l'extension, donc je vais peut-être la repréciser celle-là. C'est pour une énergie d'air. Si vous devez défausser ou sacrifier une carte, à la place, vous pouvez sacrifier le bouclier et ça vous rapporte 10 points de victoire. Donc forcément, ça marche très très bien avec le bouclier. Voilà, après, pas grand-chose d'autre à dire sur le mimique. Donc voilà, on vient de faire les 20 meilleures cartes. On va passer sur la suite. Globalement, bon, je vais m'arrêter à la 26, mais globalement, voilà, je les ai classés. L'amulette du temps, je la classe 21. En gros, pour deux énergies, vous récupérez deux énergies et ça vaut 9 points de victoire. Donc comme ça, vous pouvez me dire, c'est pas hyper fort. Par contre, ça va vous permettre de défausser autant de cartes que vous voulez pour en piocher autant d'autres. Pourquoi je la mets si haut? Parce que souvent en fin de partie, vous avez trois quatre cartes qui sont pas bonnes et auquel cas vous voulez essayer de trouver des meilleures cartes. Mais c'est surtout si vous avez une draft très faible, ben, elle peut vous permettre d'essayer de trouver un plan de jeu. Donc, globalement, si vous avez votre plan de jeu déjà défini au début de la partie, l'amulette n'est pas si forte que ça. Par contre, si vous n'avez pas de plan de jeu au début de la partie, ben, vous pouvez vous dire je la prends et dès arrivé l'âge 2, je défausse 4 cartes, j'en pioche 4 et j'essaye de trouver un plan de jeu. C'est un peu de l'aléatoire, mais ça peut vous sauver quelques parties. Le traité de maudit, concrètement pour une énergie d'eau, vous récupérez 10 cristaux et 2 énergies d'eau. Et elle vous rapporte moins 10 à la fin de la partie si vous n'arrivez pas à vous de la défausser ou à la récupérer en main. Globalement, c'est une carte très bien au début de la partie parce qu'elle vous permet d'avoir une jauge d'invocation en plus et deux énergies en plus. Et donc de jouer un peu toutes les cartes, vase oublié, main de la fortune, arcano sensu, toutes ces cartes au début qui demandent de l'énergie à être placées ou des cristaux. Après, elle marche vraiment très très bien quand votre adversaire a Silal fidèle.
parce que ça vous fait une carte bouclier que vous pourrez sacrifier, ou quand vous avez la mimique d'Arus, parce que du coup vous pouvez sacrifier cette carte. Donc voilà, une carte assez bonne maintenant, c'est pas une carte exceptionnelle. L'amulette élémentaire, pareil, une très bonne carte, mais où j'ai pas grand chose à dire dessus. Pour rappel, donc c'est une carte qui rapporte 2 points de victoire, mais c'est surtout pour une énergie d'air, vous gagnez une jauge d'invocation. Pour une énergie de feu, vous piochez une carte. Pour une énergie d'eau, vous gagnez 2 énergies. Et pour une énergie de terre, vous gagnez 5 points de victoire. Donc globalement, c'est une bonne carte, mais elle combote avec pas spécialement d'autres cartes. On arrive à la Muslonku, qui est une carte très situationnelle, et c'est pour ça que j'ai mis dans les cartes à retenir de la draft. Pour moi, il faut la retenir. Alors la Muslonku, l'idée quand vous allez la voir, c'est d'essayer de la jouer avec soit une botte temporelle pour surprendre votre adversaire et faire finir la partie à un moment où il ne s'y attend pas, soit avec une couronne vampirique pour renvoyer la couronne vampirique dans votre main et la rejouer, voire une Béné d'Olaf, c'est une carte qui, pour 3 énergies d'eau, vous rapporte 20 points de victoire quand vous la jouez, et par contre elle vaut 0 prestige. Voilà en gros les 3 cartes avec lesquelles ça combote bien. Mais ça peut aussi être très très fort en début de partie. Si votre adversaire, par exemple, dépense 3 énergies pour jouer une main de la fortune, pour jouer un bâton de printemps, pour jouer un vase, bah vous la jouez tout de suite. Comme ça, il récupère cette carte qui lui a coûté 3 énergies dans sa main, et ça peut lui poser des problèmes. Et on arrive à l'idole des familiers, qui, pour 4 énergies, vous gagnez tout de suite 10 points de victoire, mais ensuite à chaque tour, vous pouvez l'activer pour gagner 1 point de victoire par familier en jeu dans votre secteur uniquement. Pourquoi je l'ai mis 26? C'est une carte que je prends quasiment jamais, mais si vous avez une draft avec beaucoup de familiers, c'est une très très forte carte. Et du coup, vous pouvez baser une stratégie sur l'idole des familiers. Donc pour moi, c'est important de la mettre. Donc voilà, globalement, j'ai mis en rouge toutes les cartes sur lesquelles on peut baser une stratégie. Donc pour moi, une stratégie peut être basée sur la couronne vampirique, sur le vase, sur la botte temporelle, sur le coffret, sur le dé, la main. Calice divin, pour moi, on ne peut pas vraiment faire de stratégie. L'orbe de cristal, ça peut être une stratégie d'essayer de récupérer beaucoup d'énergie et d'invoquer grâce à l'orbe des cartes. L'effet, je l'ai mis, alors vous n'allez pas baser votre stratégie dessus, par contre vous allez pouvoir détruire la stratégie adverse. Donc pour moi c'est une carte sur laquelle on peut baser une stratégie, parce que pour moi détruire la stratégie adverse est une stratégie en soi. La bourse du haut, ça peut vous permettre de baser votre stratégie sur la cristallisation. Le cairn, je l'ai mis aussi parce que, mine de rien, faire défausser 4 énergies, 4 cristaux à chaque tour à votre adversaire, bah, ça peut lui faire énormément de mal. L'amulette du temps, pour essayer de trouver un plan de jeu, donc ça peut être très bon. L'idole des familiers, pareil, vous pouvez baser une stratégie dessus. En dessous, il n'y a pas vraiment de cartes sur lesquelles vous pourrez baser une stratégie. Alors bien sûr, on peut toujours trouver des cartes. Notamment, allez, je vais peut-être rajouter la corne d'abondance qui peut vous permettre de créer une stratégie parce que ça vous permet à chaque tour de défausser 5 énergies. Mais globalement, si vous avez la corne d'abondance, vous créez la stratégie plutôt autour du cœur d'Argos que de la corne d'abondance. Mais voilà, après dans les autres cartes, il n'y a pas énormément de stratégie à baser dessus. Par contre, je vais venir un peu plus en détail sur les cas à retenir lors d'une draft. Donc, les cartes à retenir lors d'une draft, clairement, la carte à retenir en premier, c'est la botte temporelle. Vous devez savoir si votre adversaire a la botte temporelle en main et s'il peut terminer la game plus tôt que prévu. Et dans ce cas-là, vous devez anticiper et essayer de jouer toutes vos cartes un peu avant la fin de la partie pour ne pas vous faire avoir. Dans les autres cartes à retenir, il y a la fée chapardeuse, parce que clairement, si votre adversaire récupère une fée, vous n'allez pas prendre les cartes d'activation. Donc là, très important de bien retenir ces cartes-là. La muse long coup, pareil, il faut le retenir parce que si votre adversaire a un long coup, il peut la comboter avec une botte temporelle, mais il peut aussi vous renvoyer une carte très très forte dans votre main dès le début de la partie, et ce serait dommage de dépenser 3 ou 4 énergies dès le début pour ensuite nous faire renvoyer notre carte dans notre main. Le Larbindio, alors c'est la carte 29. Pourquoi elle est très forte? Parce que elle va empêcher l'adversaire de gagner des points de victoire. Alors en soi, il va pouvoir vous la renvoyer pour une énergie d'air, donc vous pouvez me dire, ben, ça ne change pas grand-chose. Là où c'est très fort, c'est si votre adversaire est dernier joueur
au tour 2, enfin, non, je me suis mal exprimé. Si votre adversaire joue après vous au dernier tour, voilà, là c'est mieux dit, bah, il peut vous la donner et ça peut empêcher un coffret scellé, un traité, un gnome, voire un joyau de vous rapporter les points de victoire qu'ils auraient dû rapporter. Et donc potentiellement c'est une carte qui peut à la fois vous faire gagner 5 points de victoire, faire perdre 5 points de victoire à l'adversaire parce qu'il l'a à la fin dans son plateau à la fin, et en même temps vous pouvez faire perdre 20 voire 35 points de victoire si ça vous bloque un coffret, un home ou un joyau. Donc voilà pourquoi je la mets quand même très très haute. Par contre, bien sûr, il faut jouer en dernier pour que ce soit vraiment efficace. Et c'est pour ça qu'elle combotte très très bien avec la botte temporelle. Et je vais d'ailleurs le rajouter ici avec la botte temporelle, le Larbindio, parce que c'est un combo qui marche très bien. Ici, voilà, on était sur les cartes à retenir. Ici, j'ai mis le Scylla le fidèle. L'idée, vous allez devoir sacrifier une carte. Donc, souvent, votre adversaire va mettre le Scylla des fidèles à l'âge 1. Voilà, je n'ai pas détaillé tout à la fin, mais en gros, le Scylla, vous essayez de le jouer quand votre adversaire a le moins de cartes possible en main. Et clairement, ça fait défausser un dé de la malice, un vase, une main, vous avez gagné quoi. Votre Scylla, il est hyper rentabilisé. Par contre, c'est sûr que si votre adversaire a récupéré le traité maudit, voire même a des cartes comme une couronne vampirique qu'il aurait pu jouer très tôt, ou d'autres cartes qui rapportent très peu de points de victoire à la fin, bah, le Scylla est pas très fort. C'est pour ça que je peux pas le mettre plus haut qu'un niveau 3. Et clairement, si vous le voyez dans une draft, vous allez souvent pas le prendre, mais vous allez souvent jouer autour. Voilà. Et la dernière carte à retenir dans une draft, c'est le gardien d'Argos. Pourquoi? Parce que le gardien d'Argos, c'est un familier qui, pour une énergie d'air, chaque joueur défausse une carte ou défausse 4 énergies. Et bah, souvent, vous allez le mettre à l'âge 3 et vous allez essayer un peu avant la fin de soit faire défausser une carte à votre adversaire pour lui faire défausser une botte temporelle, une couronne vampirique, quelque chose que vous sentez qui garde, voire même un sceptre, quelque chose qui garde pour la fin de la partie pour mettre beaucoup de points de victoire. Ou alors, vous allez lui faire défausser toutes ses énergies pour pas qu'il joue ces fameuses cartes, couronne vampirique, sceptre, et donc lui faire garder des cartes en main sur la fin de la partie. Voilà en gros globalement un petit tour assez quand même conséquent des différentes cartes. Je les ai classées globalement jusqu'à la 40e, donc j'ai classé l'âge 2, après l'âge 3 et les cartes de niveau 3 et 4. Je les ai pas classées, mais globalement, vous allez jouer les cartes de niveau 3 et 4 en fonction des cartes de niveau 1 et 2 que vous allez avoir pu récupérer dans votre draft. Voilà, j'ai précisé toutes les cartes à vraiment retenir lors d'une draft. J'ai précisé les combos qui me paraissaient les plus forts. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous mets le fichier en Google Drive pour que vous ayez accès. N'hésitez pas à me le demander en commentaire si vous voulez que je vous l'envoie. Et puis on se dit à une prochaine. Allez, salut! Et si possible, à samedi sur le live Twitch. Allez, à plus!